Nous sommes dans la deuxième séquence du cours dédié à la morale. Nous traitons ici la question « Suis-je libre quand je fais mon devoir ?» Et pour cela, je vous propose 3 axes à exploiter avec quelques auteurs et références qui paraissent relativement incontournables. Alors dans cette première partie, nous essayons d'établir en quoi le devoir moral s'oppose nécessairement au désir, à travers trois axes. Tout d'abord, le devoir en tant qu'il vaut comme contrainte. Ensuite, l'obéissance au devoir altruiste étant une limitation de notre liberté. Puis, en dernier axe, le fait que le devoir moral puisse aller contre la liberté intérieure. Alors le devoir en tant que contrainte. Nul n'aurait conscience de ses devoirs s'il était éduqué par ses parents d'une manière autoritaire, et nul ne les respecterait, a priori, si ses devoirs n'étaient accompagnés de la menace de sanctions. Tout devoir se donne en ce sens telle une contrainte, laquelle vise à restreindre la liberté d'action de chacun. Or, quelle serait cette liberté, sinon celle d'agir de notre plein gré, selon nos désirs propres, c'est-à-dire afin de se faire plaisir? Si l'homme est la mesure de toute chose, comme le soutient le sophiste Protagoras dans le dialogue éponyme de Platon, face d'ailleurs à un Socrate assez perplexe devant cette formule, il la remplacera pour sa part en disant que c'est Dieu qui est la mesure de toute chose, chacun, on peut le pressentir, va vivre son plaisir pour lui-même et non pas pour le plaisir des autres. Et même si parfois, et dans le meilleur des cas, le plaisir peut être mutuel. Mais le plus souvent, on le sait, on ne le sait que trop, le plaisir de chacun fait le déplaisir des autres. Surtout lorsque ce plaisir met en jeu notre amour-propre. On peut penser à l'exemple de la compétition sportive ou scolaire, à l'ambition ou à la réussite sociale. Il n'y a pas de place pour tout le monde. L'obéissance au devoir altruiste peut valoir, il faut l'entendre, comme une limitation de notre liberté. En effet, c'est ce que soutient Calliclès face à Socrate dans le Gorgias, sous la plume de Platon. La seule loi de la liberté, c'est ce qu'il appelle la loi du plus fort. Suivre ses instincts, obéir au devoir qui nous contraint de respecter la liberté d'autrui, puisque c'est sa fonction principale, c'est donc nécessairement pour Calliclès s'affaiblir, c'est se soumettre, alors plus ou moins selon le rapport de force qui nous y contraint, à la loi du désir des autres. La liberté universelle, on le voit bien, ne serait dans ce cas qu'une illusion. Pire encore, le devoir moral peut aller à l'encontre de notre liberté intérieure, qui est peut-être la première. Pour échapper à la menace éducative extérieure, l'enfant l'intériorise, ce qui produit en lui le sentiment, sinon l'idée, du bien et du mal, qui lui interdira, sauf à se sentir coupable et honteux de lui-même, et donc malheureux, de commettre les actes qui pourraient lui faire plaisir. Il perd ainsi, comme l'observe Freud dans ses essais de psychanalyse, toute autonomie, dès lors que ses propres désirs eux-mêmes sont réprimés avant de devenir des actes. Voire, il en perd conscience en le refoulant. Il devient alors un individu normal, entre guillemets, qui agit selon des règles et des conventions sociales prescrites et pour faire plaisir aux autres. Freud dira, non sans humour, « Montrez-moi quelqu'un de normal et je le soigne ». On voit que c'est la domination intériorisée la plus profonde et la plus efficace, car contre elle, on ne peut plus se révolter pour s'affirmer soi-même. La liberté s'est évanouie. Alors, deuxième partie de notre réflexion, on doit ici faire machine arrière toute et montrer que le désir, évidemment, n'est pas le sens de la liberté. À travers 3 axes, le premier qui montrera que le désir aveugle et tyrannique nous entraîne au-delà de cette liberté tant chérie. Un deuxième temps, on verra le devoir civique comme condition de la liberté. Et enfin, une dernière partie qui sera dédiée au devoir moral comme condition de la liberté intérieure. Le désir, qui est aveugle et tyrannique, il faut l'établir, n'est absolument pas la liberté, malgré ce qu'on a pu dire précédemment. Prétendre que le désir est source de liberté, en tant que pouvoir de se déterminer soi-même, est une illusion, justement dénoncée par toutes les philosophies morales. On peut penser à l'exemple célèbre de Platon dans l'anneau de Gygès, au livre 2 de la République. Gygès, ce berger qui, trouvant un anneau qui le rend invisible, va s'en servir pour tuer le roi et coucher avec la reine, et ainsi prendre le masque de l'infamie. En un deuxième temps, le devoir civique peut bien apparaître, à contrario, comme la condition de la liberté universelle. C'est ce que dit Rousseau dans le contrat social. La liberté de chacun ne vaut que dans le cadre d'une loi universelle de liberté, et cette loi doit permettre la coexistence non violente, évidemment, des individus. Sinon, la liberté de chacun serait toujours menacée par celle des autres.
La loi de la jungle soumet chacun de facto à une totale insécurité qui rend impossible l'exercice de son droit à agir selon ses fins. La liberté, sans règles ni devoirs, en fait, s'autodétruit nécessairement, sauf à croire, ce qui serait illusoire, qu'un individu, moi, peut être le maître absolu de tous les autres, c'est-à-dire d'être suffisamment fort pour être définitivement le plus fort, ce qui, bien sûr, dit Rousseau, est impossible en toute rigueur. Ainsi, respecter son devoir apparaît comme la condition pour que chacun soit libre dans le cadre d'une loi qui limite son droit naturel au plaisir pour garantir de l'autre côté la mise en œuvre de son droit au bonheur, c'est-à-dire à l'autonomie dans la poursuite de ses fins propres, puisqu'il s'agit ici de se reconnaître et de se faire reconnaître par les autres, ce qui, après tout, paraît indissociable, et cela sans nuire aux mêmes droits des autres et donc aux siens, si tant est que les droits et les devoirs doivent être universels, c'est-à-dire réciproques et égalitaires pour être reconnus par tous, puisque à ce moment-là, ils sont évidemment justes et légitimes. Le devoir moral peut bien apparaître comme la condition de la liberté intérieure. Si le désir sans limite, qui est règle et source d'aliénation et de dépendance, voire source de violence destructrice et autodestructrice, nous emmène et nous pousse, on doit considérer que la seule faculté régulatrice qui rend possible la liberté intérieure, en tant que capacité à se commander soi-même, c'est la raison. La raison seule, en effet, est capable de nous sortir de la contradiction du chaos et de la dépendance des passions, en cela qu'elle seule peut nous indiquer ce qui est universellement bon sans contradiction. C'est en tout cas la thèse que défend Kant dans toute sa philosophie morale. On peut citer la critique de la raison pratique, la doctrine de la vertu, mais aussi les fondements de la métaphysique des mœurs. Être libre et être raisonnable sont une seule et même décision, dit Kant, qui distingue d'ailleurs précisément les impératifs catégoriques de la raison morale, par lesquels nous pouvons nous déterminer au bien universel dans une certaine cohérence, d'une part, et d'autre part, les impératifs hypothétiques, les règles de la prudence, dit-il, qui sont soumis à la détermination de nos désirs, toujours contradictoires et égoïstes. L'impératif catégorique, qui scelle le sens du devoir moral, est le suivant, on peut citer la célèbre formule « Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse valoir comme une loi universelle ». En cela, il est le seul impératif non violent et pacificateur des relations humaines, car il transcende le jeu des désirs toujours concurrents. C'est pourquoi sa traduction morale concrète est la suivante, autre formule de l'impératif catégorique non moins célébrissime, agis de telle sorte que tu traites l'humanité en toi-même et en la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Troisième et dernier temps de notre réflexion, le bonheur entre devoir et autonomie. On a pu établir dans une première approche que le devoir s'opposait au désir, qui semblait valoir comme seule forme de liberté, position qui a été nuancée dans la deuxième partie de notre réflexion, où on établit tout de même que suivre son devoir pouvait valoir comme une forme de liberté concevable. On doit dépasser ces positions pour montrer que non seulement il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction antinomique entre le devoir d'un côté et la liberté de l'autre, mais que, mieux encore, faire son devoir, c'est une façon, en même temps qu'on actualise la liberté, d'atteindre un état de bonheur. Alors, première séquence, dans cette troisième dernière partie, le désir mène au bonheur, thèse présentée notamment par Spinoza dans son Éthique lorsqu'il expose ce qu'est le conatus. Le conatus désigne cette tendance à persévérer dans son être qui fait que les désirs vertueux peuvent nous rendre heureux. Ce sont en effet, dit Spinoza, ces désirs qui nous procurent le sentiment de l'accroissement de notre perfection, une certaine conscience positive de soi, pour le dire dans la langue moderne, un certain sentiment de notre valeur personnelle. Ces désirs sont indispensables à l'expérience du bonheur durable, à l'opposé, dit Spinoza, des plaisirs purement extérieurs, lesquels, hélas, paraissent plutôt fugaces et décevants. De plus, en l'absence de contentement intérieur, en l'absence de satisfaction dans la reconnaissance de soi, ces désirs extérieurs produisent et aggravent la dépendance. On pourrait en donner un exemple dans l'usage des drogues, par exemple. La déception que provoque le sentiment de notre dépendance produit in fine le mépris de soi, lequel en retour aggrave le sentiment de notre propre impuissance en une sorte de cercle vicieux, un cercle sans fin, qui inexorablement nous enchaîne à notre propre malheur.
Le bonheur suppose donc, on le voit ici et pleinement, l'autonomie du sujet dans la capacité qui est la sienne à se donner des lois qu'il juge dignes d'être suivies. Deuxième séquence, l'autonomie dans le bonheur qui s'oppose à la conscience malheureuse telle qu'elle a pu être thématisée chez Hegel. L'autonomie, valant comme puissance d'affirmation de nous-mêmes, de notre désir de reconnaissance positive, est une condition nécessaire du bonheur et une condition qu'on ne peut, on ne doit plus opposer, comme semble faire Kant, à tort, à l'aspiration du bonheur. En effet, l'exigence morale du devoir peut nous rendre heureux, sauf si on veut condamner le sujet, celui qui dit « je » dans « suis-je libre quand je fais mon devoir », au déchirement de la conscience malheureuse, exposé notamment dans la phénoménologie de l'esprit par Hegel. Un déchirement entre, d'une part, l'aspiration au bonheur, réputée à tort immorale, cette aspiration, et d'autre part, le devoir purement raisonnable, qui n'a pas à se produire, cette évidemment distinction, cette opposition, alors que le désir d'être moral, le désir de faire son devoir, en tant que désir d'autonomie, implique pour se manifester, on le voit, le désir d'être heureux, au point d'ailleurs de se confondre avec ce désir, c'est ce qu'on appelle en philosophie le démonisme. Dernière séquence, le devoir altruiste en tant qu'il est un bonheur pour tous. Je ne peux être heureux que si je me reconnais dans ma valeur, que si je me reconnais dans ma puissance d'agir. Or, cette reconnaissance implique des valeurs, c'est-à-dire des fins bonnes en général. Une valeur, c'est ce qui est désirable de façon universelle dans le vocabulaire de la philosophie. Des valeurs donc que le sujet pose comme susceptibles de valoir, certes pour lui, mais également pour les autres. Ainsi, le sentiment du devoir accompli est indissociable de celui de la valorisation de soi qu'est le bonheur. En cela, le bonheur implique des devoirs de respect et de solidarité vis-à-vis des autres, car, on le comprend bien, la reconnaissance de nous-mêmes, quand elle a lieu, exige la possibilité, ces autres, de leur jugement positif sur nos propres actions, dans une certaine réciprocité, qui font d'ailleurs le sens de la solidarité. C'est ce qui fait que le visage, auquel je ne saurais porter atteinte, de chaque homme, reflète, selon Lévinas, dans son livre Totalité et Infini, la dimension éthique, proprement infinie, qui caractérise chaque être humain. Alors mon conseil sur cette notion qu'est la morale dans le corpus philosophique sera de bien tenir compte du fait qu'on peut opposer à cette façon de savoir se comporter, mors mori en latin, qui renvoie d'ailleurs au mot grec ethos, qui formera l'éthique. On peut lui opposer donc évidemment ce qui est immoral, autrement dit un ensemble de comportements qui, prétendument libres, ne s'inscrivent pas dans le respect des préceptes, des règles générales de conduite dans la société, mais il ne faut pas négliger non plus une autre spécificité qui serait le fait d'être amoral, c'est-à-dire non pas de contester ou de refuser ou de répudier ces règles de la morale, mais de ne pas simplement les reconnaître, de ne pas s'y inscrire, parce que peut-être on ne serait pas au contact de cette société dans laquelle ces règles morales, souvent conventionnelles d'ailleurs, à moins qu'on établisse qu'il y ait une morale universelle, divine ou naturelle qui précéderait évidemment, peuvent ne pas se déployer. On peut penser d'ailleurs à la posture de Robinson Crusoe sur son île ou au cas des enfants sauvages qui semblent détachés de toute forme de morale et pour lesquels la question du devoir devient cruciale puisque quand les autres n'y sont pas, après tout, quel sens donner encore à ce comportement éthique? On voit bien que c'était le problème que posait notamment William Golding dans son roman à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Sa Majesté des Mouches, qui a défrayé la chronique puisqu'il envisageait le cas que des enfants bien éduqués puissent oublier les préceptes de la moralité même.